Donc le chef, le dictateur, peut-on dire, de la Turquie, il va falloir que je commence à faire attention parce qu'on a vu que les Turcs avaient attaqué, la diaspora turque avait attaqué un rassemblement de soutien à l'Arménie au péage de Vienne, à quelques kilomètres d'ici sur la 7. Et donc Erdogan, bah, il envahit jusque mes chroniques, là je ne peux pas ne pas parler de lui. Mais avant d'en venir à son cas précisément, d'abord, mauvaise nouvelle, depuis l'Iran, l'Iran a pris parti cette semaine en décidant clairement de soutenir l'Azerbaïdjan, son voisin chiite. Un soutien paradoxal car l'Azerbaïdjan reste un allié proche d'Israël, dont les drones tuent en ce moment même des civils arméniens. Et il y a quand même une cathédrale arménienne qui a été bombardée. C'est pas très cool. Même si on peut fêter par ailleurs, c'est ça tous les paradoxes de l'époque, des prises d'assaut d'églises en Pologne ou au Chili. Paradoxal donc ce soutien de l'Iran à l'Azerbaïdjan aussi parce que l'Iran a toujours entretenu d'intenses échanges avec l'Arménie, Téhéran lui fournissant du gaz et Erevan, capitale de l'Arménie, fournissant de l'électricité. En plus d'une communauté arménienne qui vit en Iran et qui est là-bas comme partout ailleurs très respectée. Donc le triste abandon des Arméniens de l'Azerbaïdjan se poursuit donc. Poutine a en effet rapproché quelques soldats, mais toujours rien de décisif pour défendre les Arméniens. Tout cela nous amène donc à discuter enfin du cas Erdogan, car Erdogan, c'est un cas. Mais rassurez-vous, c'est un cas dont on ne parlera plus très longtemps. Un petit peu comme Trump à mon avis. À la différence, par exemple, très importante, du cas de Xi Jinping à la tête de la Chine, dont on risque de parler beaucoup plus longtemps, et dans une moindre mesure du cas de Poutine. Même si Poutine lui-même est déjà sur la fin, il est déjà sur la fin de sa carrière, la deuxième partie de sa carrière. Donc Erdogan, et oui, je vous l'annonce aujourd'hui en direct live, je me livre à une prophétie. Je pense que ce dictateur-là, qui se prend pour un sultan ottoman et qui se croit leader des 2 milliards de musulmans qui peuplent la Terre, eh bien, il ne va pas tenir très longtemps. Voilà, j'annonce qu'il va sauter dans les prochaines années, le plus tôt étant le mieux. Bon, alors, si dans 10 ans, il s'avère qu'il est toujours en place et donc que ma prophétie était fausse, je serai bien obligé de faire mon mea culpa et je le ferai de bon cœur. Ça nous permettra d'analyser mon erreur et d'essayer de comprendre ce qui a pu bugger dans ce processus. Et bien sûr, ce type d'erreur nous permet d'avancer. Moi, je préfère clairement une pensée qui prend des risques plutôt que de rien oser penser. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que Erdogan, le chef de la Turquie, va sauter? Parce que dans le champ de force actuel, il saoule à peu près tout le monde et pas juste moi. Depuis la rentrée, il a vraiment abusé et semble avoir carrément pété un câble. Pourquoi? Alors d'abord, il a chauffé les Grecs en envoyant des bateaux prospecter leur sous-sol dans leurs eaux territoriales pour essayer de voir s'il n'y avait pas des hydrocarbures à leur piquer. Et sauf que les Grecs, bah, ça les amuse pas du tout, donc ils demandent du soutien militaire. La France a aussi envoyé une frégate militaire donc de la navale, de l'armée navale française dans les eaux de la Méditerranée, vers la Libye. Là-bas, bah, l'armée turque n'a rien trouvé de mieux que d'accrocher les militaires français, ce qui a quand même foutu un petit peu le bazar, un petit cas diplomatique, ça craint. Ensuite, Erdogan pousse aussi ses pions agressivement sur l'île de Chypre. Je rappelle que l'île de Chypre est toujours coupée en deux. De l'autre côté, du côté du Moyen-Orient, de l'autre côté de la Méditerranée, on va dire, il a violemment attaqué les Kurdes de Syrie, qui luttaient contre Daesh et contre Bachar el-Assad aussi en même temps. Le problème étant que les Kurdes étaient, enfin, il était temps un peu soutenus par les Occidentaux, il y a déjà 3-4 ans maintenant, soutenus notamment par les USA et par l'Allemagne. Vous savez, les Kurdes, c'est ces personnes qu'on avait pas mal mis en avant, à juste titre, parce qu'il y avait beaucoup de femmes combattantes dans ces combats, des femmes armées qui luttaient contre Daesh et qui les terrorisait d'ailleurs, parce que se faire tuer pour une femme quand on est un terroriste islamiste, c'est aller tout droit en enfer. Sauf que les hommes d'Erdogan et des milices islamiques à sa solde se sont attaqués aux Kurdes et menacent encore aujourd'hui le Rojava. Le Rojava, c'est cette petite région qui s'est déclarée libre et autonome, un rare rayon de soleil dans cette région triste. Mais en Syrie aussi, donc, l'islamiste Erdogan se heurte en ce moment même, cette semaine, aux Russes, parce que les Russes ont recommencé cette semaine à bombarder des endroits qui sont soutenus par Erdogan. Parce que les Russes, hélas, continuent de protéger Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, donc le dictateur sanguinaire à la tête de la Syrie, lequel s'est définitivement grillé auprès des mondes musulmans d'une part, en ayant massacré les civils, notamment au début de la révolution en Syrie pendant le premier Ramadan. Il ne faut pas oublier cet événement qu'il a définitivement éradiqué de la carte du monde musulman, affectivement, je veux dire, et c'est ce à quoi je m'intéresse dans ces chroniques. Mais Bachar el-Assad s'est aussi cramé auprès de la communauté internationale en général, occidentale notamment, pour avoir utilisé des armes chimiques, torturé, etc. et massacré 300, 400, 500 000 personnes en Syrie. Il n'y a plus que les Russes que ça ne dérange pas ce genre de pratique, mais aussi les Chinois, voire les Iraniens qui le soutiennent encore. Ce soutien qui semble hélas suffisant pour permettre à Bachar el-Assad de lui accorder un répit criminel et de tenir encore au pouvoir,
ce qui restera une tâche honteuse dans l'histoire humaine contemporaine. Pour en revenir à Erdogan, non content donc d'intervenir en Syrie, il a ensuite envoyé des mercenaires islamiques en Libye, où c'était déjà pourtant assez le chaos comme ça. Et enfin, bien sûr, on en a parlé dans la semaine dernière et tout à l'heure, Agnès en a parlé, il envoie actuellement des mercenaires islamistes s'attaquer à la République libre d'Artsakh, celle des Arméniens autonomes, située bien malgré eux en Azerbaïdjan. Ici aussi, Erdogan peut finir par agacer Poutine, même si celui-ci n'apprécie pas du tout le régime démocratique arménien qui a été, nous l'avions célébré aussi à ce micro, porté par la rue contre la corruption. Par ailleurs, Erdogan énerve aussi dans le monde musulman quand il se prend pour le chef et pour le sultan impérial. Forcément, ça froisse les petits roitelets et potentats du Golfe, mais aussi par exemple le roi du Maroc qui n'entend pas du tout avoir un chef, même symbolique. Donc, dans son pari à Erdogan d'être le grand patron des musulmans du monde, eh ben, il est sûr de perdre. Ça ne marchera jamais, jamais les musulmans du monde ne se tiendront seuls et unis derrière un seul chef. Pourquoi? Parce que justement, l'islam contient peut-être cet antidote interne empêchant toute chefferie à prétention mondiale. Ça, c'est mon hypothèse. Mon hypothèse est que cette religion, contrairement à la religion catholique, ne peut pas être dirigée par une sorte de pape, par un seul chef unitaire qui unirait un pouvoir politique et religieux. Et d'ailleurs, on peut considérer qu'en cela, l'islam, religion monothéiste tardive, constitue un progrès par rapport aux autres monothéismes, parce qu'elle neutralise d'emblée ce principe de chef unique, ce principe de chefferie. Voilà, c'est quasiment incompatible avec l'islam, puisque chaque personne étant elle-même directement responsable devant Dieu, sans intermédiaire. Ce que refusent de comprendre, hélas, tous les abrutis de califes depuis quelques décennies. Mais bon, Erdogan, non content d'agacer déjà tout ce monde-là, il a commencé cette semaine à tester en plus les missiles, des missiles balistiques très complexes qu'il a achetés à Vladimir Poutine pour emmerder les Américains, alors que la Turquie est un membre clé de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est cette alliance occidentale qui est censée nous protéger tous. Donc Erdogan, il joue un double jeu qui commence à vraiment agacer l'armée américaine, parce qu'il fait des essais de technologie militaire qui sont lourds de conséquences pour la défense militaire américaine. Et sauf que les États-Unis, ils ont beau être un peu en crise en ce moment avec Trump, ils vont pas se laisser défier comme ça très longtemps. Et Erdogan, à force de jouer avec le feu dans tous les sens et de tous les côtés, il risque de prendre une calotte. Là, il joue surtout son va-tout parce que c'est la période électorale américaine. Donc, comme les Américains, ça reste un peu les patrons du monde, et bien en ce moment, ils sont en réunion, c'est un peu le bordel en Amérique à cause des élections, et lui, il en profite pour faire le mariole dans la salle d'attente. Mais voilà, ça risque de pas durer longtemps. À un moment, ils vont lui siffler la fin de la récréation et ils vont le renvoyer à sa niche. Vous me direz, mais pourquoi est-ce que Erdogan, il pète un câble comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Bon, depuis la rentrée, pourquoi est-ce que Recep, il déconne comme ça? Parce que jusqu'alors, ça fait quand même 15 ans qu'il est au pouvoir, ça va, enfin une dizaine, 10-12 d'années qu'il est au pouvoir, il s'en sortait pas trop mal. Bon, bah déjà, il faut pas sous-estimer à quel point le pouvoir rend fou. Hein, Erdogan, c'est quand même quelqu'un qui a échappé à un coup d'État qui est quand même arrivé très proche de lui il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Et il est possible qu'il sombre un peu dans la paranoïa. C'est quelqu'un qui a totalement purgé son administration, qu'il a tellement purgé l'armée turque, écoutez celle-ci, il a tellement purgé l'armée turque, qu'il n'y avait même plus assez de pilotes formés pour conduire les avions de chasse. Ce qui lui a quand même foutu un peu la honte auprès des grands comme Poutine ou de la Chine ou des États-Unis. C'est quand même un peu ridicule et pathétique de se retrouver avec des avions que plus personne ne peut conduire parce qu'il a foutu tout le monde en prison. C'est pour vous dire le niveau de contradiction de son régime. Ensuite, en plus de sa forme de folie pure qui semble s'aggraver en ce moment, s'il gesticule autant, donc en traitant Macron de tous les noms, etc., je ne cherche pas à défendre Macron, hein, j'analyse juste ce qui se passe en Turquie. S'il fait ça, Erdogan, c'est surtout pour détourner l'attention à l'intérieur même de son pays. Parce que là où il agace le plus, c'est pas dans les maisons de quartier de Romans-sur-Isère, rassurez-vous. Non, non, c'est dans son pays qu'il saoule le plus. C'est les Turcs qui l'embêtent le plus. Alors qui? Parce qu'ici, on a la diaspora turque. C'est pas pareil. La diaspora n'est pas représentative de la société turque. C'est pour ça qu'il faut bien faire des différences et insister sur la complexité. J'invite d'ailleurs des personnes turques à nous contacter pour venir prendre la parole et venir en discuter. Puisque se parler, c'est important, c'est déjà toujours faire reculer la violence. Alors qui est-ce qui agace Erdogan en Turquie? D'abord les femmes. Et oui, parce que Erdogan, il a quand même fait des déclarations prônant quasiment un rétablissement du patriarcat. Il est contre l'avortement. Pour lui, une femme, ça doit faire des enfants, rester à la maison, faire la cuisine et se voiler. Sauf que ça ne plaît pas à toutes les femmes en Turquie. Or, des femmes, eh ben, il y en a beaucoup. Hein. Les femmes, c'est une partie importante de la société, quand même.
Déjà en nombre, ça fait beaucoup de gens, les femmes, dans une société. Mais surtout, en plus du nombre, c'est parce qu'elles tiennent l'infrastructure de la planète. Il faudrait que les hommes s'en rendent compte au bout d'un moment. Le monde ne tient que parce qu'il est porté par des femmes, que ce soit en Iran, en Arabie Saoudite ou en Turquie. Les femmes portent le monde, elles ne portent pas juste les enfants, elles portent l'infrastructure du monde, elles portent l'économie, ce sont elles les piliers de la structuration sociale. Et donc, quand un réactionnaire comme Erdogan s'attaque directement à la population féminine, on va dire, eh ben, il est quand même de fait assez mal barré. Ensuite, même s'il y a des femmes réactionnaires, évidemment. Ensuite, Erdogan, il énerve aussi les jeunes. Et là, son trip, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques semaines, mais il a transformé l'église Sainte-Sophie en une mosquée. D'abord, c'était un musée, mais lui, il a décidé d'en faire une mosquée. Et il a amené un prédicateur religieux à causer dans cette mosquée avec un sabre à la main. Donc ça pourrait être marrant, sauf que les jeunes en Turquie, c'est des jeunes qui sont comme nous, c'est des jeunes comme les autres jeunes du monde, et ils s'en foutent complètement de cette histoire d'Empire ottoman. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Personne ne tripe en Turquie sur le sable que l'autre a ramené dans l'église Sainte-Sophie, enfin dans la mosquée. On ne sait plus si c'est une mosquée-église Sainte-Sophie. Et donc la Turquie est un grand pays de culture, la Turquie est un pays ouvert sur le monde depuis des siècles, et on n'abrutit pas un peuple aussi facilement que le croient des chefs haillons islamistes comme Erdogan. Et s'il croit que ça va marcher, il se trompe complètement. À tel point que Erdogan, ces dernières années, s'est heurté dans son pays à une révolte violente, à commencer par Istanbul. Istanbul, c'est un véritable phare de la civilisation humaine. Et là, je ne plaisante pas, renseignez-vous, faites un petit peu d'histoire, de civilisation, vous verrez que Istanbul, c'est un joyau de l'humanité. Et donc, à Istanbul, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une forme inédite d'insurrection qui s'est levée pour défendre quoi? Eh bien, pour défendre les arbres d'un parc qui devait être massacré pour construire une grande esplanade, une grande mosquée à l'effigie d'Erdogan et donc de l'Empire ottoman. Donc ça, si ce n'est pas une preuve de l'intelligence collective globale, mais aussi de la société turque qui a mis un stop à Erdogan et qui s'est levée contre lui, et qui a fait l'objet, évidemment, cette jeunesse a fait l'objet d'une répression féroce de la part du régime d'Erdogan, mais tout de même, il s'est passé ça. Là, il ne peut pas faire comme si c'était le patron chez lui, puisque son pays a été à feu et à sang pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et toutes ces images sont passées sur Al Jazeera, la chaîne qu'il aime tant, puisque c'est la chaîne soutenue un peu donc, par le Qatar et par les frères musulmans. N'empêche que dans tous les snacks du monde, on voyait des images d'Istanbul à feu et à sang, parce que les gens se révoltaient contre Erdogan, parce qu'il voulait défendre des arbres, alors que lui voulait construire une mosquée. C'est ça la réalité de la Turquie. Erdogan, enfin, est mal en point aussi dans son propre parti, car la personnalisation du pouvoir ne fonctionne pas si bien que ça dans ce pays, la Turquie, qui est déjà entré dans la modernité. Et donc à l'intérieur de son parti, il y a déjà des gens qui commencent à réfléchir à la transition, qui lui disent qu'il prend un peu beaucoup de place, qu'il est peut-être un peu trop grand, et qu'il faudrait qu'il se calme un peu. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à la France. C'est pour déclencher une union patriote, c'est le coup classique, quoi, déclencher une hostilité pour exciter le nationalisme. Piège dans lequel il ne faut pas tomber, chers amis. Puisque donc Erdogan, je rappelle qu'il a perdu les deux plus grandes villes de Turquie aux élections municipales, il y a eu des élections municipales, un peu comme ici, et c'est comme si le gars qui se prétend dictateur de son pays et qui veut être dictateur des musulmans dans le monde entier, c'est comme s'il perdait Paris, Lyon et Marseille en même temps. Et quand il a perdu le pari local, donc Istanbul, comme il est mauvais joueur, il a dit non mais on va refaire les élections. Sauf qu'il a perdu une deuxième fois. Donc là, si c'est pas la honte, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir qu'il décroche au bout d'un moment, Recep. Enfin, tout ça pour dire que ça fait beaucoup de raisons de placer M. Erdogan sur la sellette et de considérer ses crachats sur la France comme un dernier barreau d'honneur, l'espèce de bouquet final d'un pétard mouillé qu'il fut. Il ne faut donc pas entrer dans ce jeu polémique qui lui donne un grand rôle, il faut le ramener à ce qu'il est. Il faut au contraire le laisser se ridiculiser et faire confiance à la société turque dans sa résistance et dans sa capacité à s'opposer à cette forme d'islamisation. Il faut soutenir la société turque. D'autant plus que la crise économique est terrible en Turquie, car l'islam capitaliste, je rappelle que Erdogan c'est un capitaliste, il a toujours incarné la finance islamique, et bien cet islam capitaliste ne marche pas plus qu'ailleurs. Il se heurte en Turquie là-bas comme partout ailleurs, donc il se heurte à des problèmes structurels, et comme toute forme de capitalisme, de toute façon, islamique ou pas, même le capitalisme chinois, espèce de capitalisme communiste, se heurte aussi à des problèmes et la croissance ralentit là-bas parce que c'est quelque chose d'incompatible avec le principe de réalité, le capitalisme. Voilà, dernier fait qui intéressera le sociologue à propos de la Turquie. Il y a eu ces derniers mois en Turquie des dizaines de morts qui ont été intoxiqués par quoi? Eh bien par de l'alcool frelaté. Et oui, parce que l'islamiste au pouvoir
a bien sûr réprimé la production et la consommation d'alcool en Turquie. Alors moi, j'ai rien pour la consommation d'alcool, je m'en fiche. Sauf que n'empêche que là-bas, les gens, même si si la majorité de la population se dit musulmane, bah, en fait, ils sont pas tous prêts à vivre complètement sous le régime de la charia, à plein d'égards, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, de l'alcool de contrebande se met en place, avec des intoxications dans les hôpitaux, et des morts, et voilà, des intoxications qui sont difficiles à dissimuler. Voilà, c'est ça la réalité de la société turque. Alors sinon, un mot tout de même sur les manifestations anti-françaises qui ont eu lieu dans de nombreux pays musulmans. C'est important, j'ai beaucoup parlé à ce micro du Bangladesh, du Pakistan, de l'Iran, du Liban, de la Syrie, de la Palestine et même de certains pays d'Afrique, autant d'endroits où des portraits de Macron ont été brûlés et piétinés. Avis d'ailleurs aux décrocheurs de portraits de Macron qui sont actuellement en procès. Vous pouvez peut-être les envoyer là-bas, les portraits que vous avez décrochés dans les mairies. Apparemment, ils ont trouvé une utilité à ces portraits. Blague à part, bon là il y a quand même quelque chose qu'il faut travailler, on a quand même un vrai et réel sentiment d'insulte qui est ressenti par des musulmans dans le monde entier. En effet, il faut que vous compreniez que beaucoup de musulmans dans les autres pays, et même en France, vivent comme une insulte le fait qu'on les assimile à des terroristes barbares et débiles, comme ceux qui coupent des têtes et qui commettent des atrocités comme encore aujourd'hui. Et ils ont bien raison, parce qu'être assimilés à ça, on peut les comprendre, ils se sentent vraiment humiliés d'être assimilés à ces barbares. Or, ce n'est pas ce qu'ils sont, la plupart des musulmans du monde entier ne sont pas ça. Et voilà, ils sont aussi heurtés et blessés par le fait qu'on ne respecte pas leur sensibilité religieuse. C'est pour ça qu'il y a des manifestations. Il faut donc se parler et leur dire, nous dire que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas ce qu'on pense, et qu'il y a là un grand malentendu qui est exacerbé par les réseaux sociaux. Parce que contrairement à ce qui est cru dans beaucoup de pays musulmans, il n'est pas question en France d'obliger des enfants à regarder des images qui heurteraient leur sensibilité. Et encore heureux, on ne va pas montrer à des enfants des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Heureusement, il ne manquerait plus que ça. Et rassurez-vous, camarades du monde entier, si le gouvernement français s'avérait à faire ce genre de choses, il y aurait un mouvement qui résisterait contre ça et qui s'opposerait à ça. Il s'agit juste de laisser les personnes qui ont envie de caricaturer et de regarder ces caricatures de le faire. Parce que voilà, ça n'intéresse pas tout le monde, mais s'il y en a qui ont envie de le faire, on les laisse faire, parce que c'est un peu le principe de la liberté. Mais hélas, beaucoup croient dans les pays musulmans que le gouvernement français est directement en guerre contre les musulmans. Il faut savoir, il faut imaginer que dans ces pays, il y a beaucoup de mensonges qui circulent, beaucoup de bugs sur la réalité, mensonges qui se répandent d'autant plus vite. Il faut que vous compreniez que s'est développé dans beaucoup de sociétés musulmanes une vraie pandémie de paranoïa. S'il y a une vraie pandémie qui ravage le monde, c'est bien la paranoïa et la destruction de la réalité, de la vérité. Et dans le monde musulman particulièrement, puisque depuis 15 ans, ces troubles psychiques de masse, alors qu'ils n'apparaissent pas comme des troubles psychiques parce qu'ils sont vécus très collectivement, ça concerne des millions de personnes, donc on a tendance à ne pas voir ce qu'il en est, mais sauf qu'à mon avis, ils sont réels, il y a un vrai problème, un vrai décrochage avec la réalité, exacerbé donc par les réseaux sociaux, et ces troubles psychiques résultent directement des traumatismes répétés infligés par le capitalisme offensif. C'est sûr qu'au Pakistan, quand vous êtes bombardé sur les marchés par des avions téléguidés, et ensuite sur les enterrements où vous enterrez vos morts, il y a encore des avions téléguidés, vous ne savez pas comment ça va venir, quand, à quel moment, ça tombe par hasard, parce que les Américains, ils font ça comme des jeux vidéo, dans leur fauteuil à 4 heures du matin en Californie, et ils tapent un peu par hasard, ça aide pas à se connecter avec la réalité. Donc il y a un délire, il y a de la folie carrément qui circule dans beaucoup de pays, et une difficulté à accepter la vérité et des mensonges qui se propagent très rapidement. Donc ces mobilisations que vous avez pu voir contre Macron, elles se basent essentiellement sur des mensonges qui sont propagés et sur un non-partage d'une réalité commune. Et donc voilà, ensuite, il faut relativiser aussi ces manifestations par leur nombre. Vous savez que, comme toujours, j'accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe effectivement, aux images et aux corps. Si je pouvais aller là-bas, j'irais voir ce qui se passe. Et alors, dès que des corps prennent la rue, j'essaie d'observer. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu là en regardant? Eh bien, j'ai vu surtout qu'il y avait quasiment personne. Il faut bien vous rendre compte que ça paraît important sur les réseaux sociaux, mais comparé historiquement, démographiquement, ce sont des pays dans lesquels la démographie est explosive. Et en fait, il y a juste quelques personnes, quelques centaines de personnes ou quelques dizaines de personnes devant des ambassades et des trucs comme ça. Sauf que quelques personnes, enfin quelques centaines de personnes dans un pays grand comme le Pakistan, nombreux comme le Pakistan, ça veut dire qu'il y a chi. On peut plutôt interpréter ces rassemblements à l'inverse de ce que nous disent les médias, parce qu'il faut toujours contextualiser. Et mis dans le contexte de pays qui connaissent des manifestations de masse depuis des années, au Liban,
en Irak, etc., eh ben, il n'y a juste rien, quelques dizaines de personnes qui s'excitent contre le drapeau français. Il n'y a qu'au Bangladesh qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes. Enfin, ces mobilisations, il faut que vous le sachiez aussi, sont surtout excitées par une branche de l'islamisme, portée par les frères musulmans, mais qui, s'ils peuvent se rendre très visibles sur le plan médiatique, eh bien, sont en fait très loin de faire l'unanimité politique dans ces différents pays. Conclusion de tout ça, ben, en fait, craindre une islamisation du monde, ça n'a pas de sens. C'est une erreur totale. Ça, il faut juste prendre un petit peu de recul. C'est complètement absurde et aberrant. C'est aussi bête que croire en 1942 que Hitler peut encore gagner la guerre. Donc il n'y aura pas d'islamisation du monde. Qui peut réellement envisager qu'on passerait bientôt à un calendrier musulman? Je précise, pour les gens qui ne connaissent pas, le calendrier musulman est basé sur des cycles lunaires et non sur les cycles solaires. En soi, ça pourrait marcher peut-être aussi bien. Pourquoi pas? Sauf qu'il se trouve que l'espèce humaine a décidé depuis quelques siècles maintenant déjà, et s'est quasiment mise d'accord pour se repérer sur le Soleil. Donc à mon avis, c'est dead. L'islam ne sera pas le référent mondial des humains. Alors l'islam participera à cette universalité, à ces référents mondiaux, ces référents globaux, mais de façon non autoritaire, parce qu'un chef, encore une fois, je l'ai expliqué, ne peut pas décider pour tous. Par exemple, qui sait qu'on est, par exemple, aujourd'hui, enfin cette année, en 2020, on est en 1442 de l'Hégire? Personne ne le sait. Même la plupart des musulmans ne savent même pas dire quel jour on est, dans quelle année on est. Donc avant de parler d'islamisation du monde, il faut déjà se rendre compte que même les musulmans ne sont déjà pas islamisés. Donc, pour vous dire que c'est plus compliqué que ça. L'islam, c'est plus une spiritualité qu'autre chose. Autre exemple, les enfants turcs, comme tous les enfants du monde, aiment de plus en plus le Père Noël. Et donc le Père Noël, bah, c'est pas très islamique, hein, faut le savoir. Le Père Noël, c'est un syncrétisme entre les cultures païennes, qui depuis peut-être la nuit des temps, et les cultures chrétiennes fêtent le solstice d'hiver. C'est les histoires, vous savez, les jours les plus longs, les jours les plus courts. Alors, je sais jamais lequel est quoi, mais bon, il y a un truc comme ça. Et en tout cas, bah, partout, les humains, ils ont repéré qu'il y avait un moment où les jours ils changeaient de taille et qu'il y en avait forcément un plus petit et un plus grand. Et donc, c'est ce moment-là, du 25 décembre, du 24-25, là, qui l'emporte un peu partout, chez tous les jeunes humains, chez tous les jeunes spécimens de notre espèce. En Chine aussi. Ce qui relativise donc l'idée d'un affrontement civilisationnel. Il n'y a pas d'affrontement civilisationnel en cours. Il y a des tensions, il y a des moments de rétraction, mais il me semble que le fleuve général, bah, c'est que tous les enfants du monde, ils kiffent le Père Noël, avec tout ce que ça a de négatif en termes de consommation. Et que ça, on ne le fera pas revenir en arrière, on aura beau sortir toute l'acupuncture qu'on veut, tout le confucianisme et tout l'islam qu'on veut et tout le salafisme qu'on veut, ça ne marchera pas. Vous vous battez contre des moulins, camarades. Donc, les autres, vous n'avez pas à avoir peur des musulmans. Ces mobilisations que l'on voit contre la France se basent essentiellement, je l'ai expliqué, sur des malentendus et surtout sur un ressentiment qui lui est très réel puisqu'il est basé sur le pillage des ressources durant ces derniers siècles. Mais l'islam reste essentiellement une forme d'universalisme et ces demandes de respect envers leur foi peuvent s'inscrire dans le processus mondial de libération et de revendication de dignité. Je fais de nouveau une petite pause musicale avec un petit peu de guitare et puis je reviens pour le final avec quelques brèves très rapides. A tout de suite.